quand les portes de la nuit sont sorties, il est évident que la critique a remarqué cette espèce de décalage entre le couple et les autres acteurs. Mais il s'est produit une chose à laquelle j'étais loin de m'attendre, à laquelle d'ailleurs Prévert et moi étions loin de nous attendre, c'est que le film a été jugé sous un angle politique. C'est-à-dire qu'il y avait dans le film des résistants et des collaborateurs, et il se trouvait que les résistants étaient des ouvriers et le collaborateur, un grand bourgeois, propriétaire d'une entreprise de démolition. Son fils était milicien, et alors on nous a accusés de partialité politique, de dire, paraît-il, ça signifiait que tous les ouvriers avaient été résistants, tous les bourgeois collaborateurs, et ça a suscité des incidents d'une violence rare, à ce point que, à une représentation, c'est cinéma des Champs-Élysées qui donnait au Marignan, qui donnait le film, il y a une spectatrice un jour qui sort, furieuse, qui aperçoit le directeur de la salle et qui lui dit c'est vous le directeur de la salle? Oui, madame, répond l'autre. Bon, pan, elle lui fiche 2 gifles, elle lui flanque 2 gifles, en lui disant ça vous apprendra à passer un tel film. L'autre, le directeur de la salle se démonte pas, dit voit un monsieur à côté de la dame, dit c'est votre mari, madame? Oui, monsieur. Pan, il donne 2 gifles au mari, et tout le monde s'est retrouvé au commissariat devant un commissaire complètement éberlué, ne comprenant pas ce qui arrivait. Et puis, là, il y avait déjà un moment, on parle aujourd'hui beaucoup de la collaboration Prévert-Carnet, Carnet sans Prévert, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tout le temps qu'a duré ma collaboration avec Jacques, donc j'ai dit enfin combien j'étais satisfait, combien j'étais content, combien c'était une période heureuse de ma vie, Prévert a été très critiqué. Très critiqué, on allait jusqu'à m'inciter à me séparer de lui. Ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer dans les portes. À tel point que, devant ces injures, Prévert m'a dit un matin complètement, enfin un matin, je sais pas, je dis un matin, un jour, complètement découragé, il dit écoute, c'est fini, je ne travaillerai plus pour le cinéma, j'en ai assez de me faire engueuler, j'en ai assez de mettre 10 mois pour faire un scénario et un dialogue et de me faire engueuler en 10 minutes par un critique. Et il a tenu parole. Tant et si bien que par la suite, je vais devoir me passer de lui à une exception près. Les portes de la nuit sorties, violemment controversées, marchant bien quand même. Les gens remarquent que ce qui me... pourquoi j'aime ce film, c'est parce que je crois qu'il recrée une atmosphère vraiment du moment. C'est vraiment comme un sous-titre préliminaire l'indique, c'est vraiment un quartier de Paris durant le triste hiver qui a suivi le merveilleux été de la libération de Paris. C'est vraiment les personnages, c'est vraiment l'atmosphère, c'est vraiment encore les queues. Ça a été un hiver très 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 dur, très triste, très rigoureux, très presque en proie à la disette générale, vous savez. Et ça, je crois que c'est dans le film. Et ça, je crois que en tant que document, ça reste. Et c'est ça, c'est pourquoi le film conserve une certaine valeur, alors que la partie romanesque, comme je l'ai dit, est beaucoup plus faible. Je m'étais trompé sur mon temps, parce que je crois que à la réflexion, c'est davantage un acteur de comédie que de drame. C'est davantage, d'abord, il s'est beaucoup perfectionné, je dirais pas comme le chanteur Serge Lama qui dit qu'il a mis 10 ans à apprendre son métier, mais il s'est quand même beaucoup perfectionné par la suite, il a bien vieilli physiquement, et maintenant il est vraiment en possession de tous ses moyens, alors qu'il n'était pas alors, et qu'il se cherchait un peu, et que dans le drame, moi je le trouve moins brillant dans le drame que dans la comédie. Mais toujours est-il que Corda m'offre la possibilité de faire 3 films pour lui, et je refuse. Je refuse pour 2 raisons. C'était une grande erreur dans ma carrière. Je refuse pour 2 raisons. Il ne peut pas me promettre un film parlant français, et il ne peut pas me promettre un film en technicolor. J'ai très envie de tourner en couleur, un film en couleur. C'est le début, on commence à voir les premiers films en couleur américains. J'ai très envie de tourner un film en couleur, parce que je pense qu'on peut dire des choses avec la couleur qu'on ne peut pas dire avec le noir et blanc. Et en même temps, un producteur me demande de faire un film pour lui. Et j'ai choisi Candide de Voltaire. Candide de Voltaire, je vois Jouvet dans le rôle de Pangloss, Jouvet qui est revenu d'Amérique.
de jouer dans le rôle de Pangloss, et Gérard Philippe, qui est un acteur à peu près inconnu, qui joue dans Sodome et Gomorrhe de Giraudoux, dans le rôle de Candide. Tout est d'accord, tout est en ordre, quand le producteur se fait écraser par un camion aux Champs-Élysées et meurt sur le coup. Donc il n'y a plus de projet. Alors on va traîner un petit peu, je vais traîner un peu. Le fait que Les Portes de la Nuit sont aussi controversées fait que je ne trouve pas tout d'abord un producteur, enfin il s'en présente un, qui me demande de faire un film, si je veux faire un film avec Arletty. Vous pensez, si je veux faire un film avec Arletty. Et Prévert me dit, moi je ne veux plus, je te dis, je ne veux plus travailler pour le cinéma. Alors j'emploie un peu une ruse. Là, nous avions donc fait ce scénario pour Cornille-Guillon-Molinier qui s'appelait L'île des enfants perdus. Et je reviens sur ce sujet. Je dis, écoute, Jacques, si on faisait ce sujet, évidemment, il y a à changer parce que le rôle n'était pas écrit pour Arletty, il était écrit pour une toute jeune fille qui était Darieux à l'époque. Mais si on faisait ce sujet, tout de même, c'est intéressant. Je lui fais valoir qu'il y a un problème, le problème de l'enfance inadaptée et tout. Et je l'ai un peu comme ça, il accepte de faire le sujet. On fait donc le sujet, on change, il faut changer. Puis le producteur nous dit un jour, ben non, vous savez, s'il n'y a pas une partie élégante et drôle dans le film, moi je ne fais pas. On ne peut pas mettre une boîte de nuit dans un pénitencier. Alors on imagine que l'héroïne qui arrivait dans un cargo qui fait le service entre Quiberon et Belle-Île, l'action se passant à Belle-Île, en Bretagne, on imagine qu'elle arrive par un yacht avec toute une assistance élégante, un très grand yacht et tout. Et finalement, le film sera entrepris, mais jamais terminé. Parce que le producteur n'a plus d'argent d'une part, d'autre part, le yacht, tout d'un coup, nous fait défaut. La mer est tellement déchaînée que le yacht, finalement, s'en va, rejoint sa base à Monte-Carlo, et on doit abandonner le film, qui ne sera jamais repris. Il y a eu 700 mètres, c'est-à-dire à peu près un quart de film de tournée. On ne pourra pas le reprendre parce qu'il s'agit d'adolescents. L'année suivante, ils ont beaucoup changé. Et il faudrait refaire le film de A jusqu'à Z, donc ce qui s'avère à peu près impossible. Alors, malgré la discussion que j'ai eue pour Les Portes de la Nuit avec Gabin me fait demander pour tourner un sujet qu'il aime beaucoup, qui est La Marie du Port de Simon. C'est pas un sujet qui m'enthousiasme. Je dis pourquoi. J'aime beaucoup Simon. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des plus grands auteurs contemporains. Mais c'est un auteur, et je le verrai encore par la suite, beaucoup plus que pour La Marie du Port, à propos de Trois chambres à Manhattan. C'est un auteur. Vous lisez un de ses livres, vous dites quel sujet merveilleux ce serait pour le cinéma. Et il suffit de vous pencher sur un sujet comme de Simon pour s'apercevoir que tout tient miraculeusement par une espèce d'atmosphère qui recrée une espèce de vérité de personnage et que finalement il ne se passe pour ainsi dire rien. Alors, j'ai donc été obligé vraiment de construire une histoire beaucoup plus substantielle, beaucoup plus fournie que dans le livre de Simon. J'ai tout de même demandé Prévert, et Prévert m'a dit bon, bah, je le fais, mais je ne signe pas. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit j'aime pas Simon. En réalité, c'est parce qu'il avait fait le serment de ne plus écrire pour le cinéma, je crois. Alors on a pris 2 prête-noms et puis on a fait le film où il n'y a eu absolument aucune histoire, qui s'est tourné très vite, chose miraculeuse. On a trouvé un temps superbe en Normandie. On tournait dans la presqu'île du Cotentin, à Cherbourg. On a trouvé un temps merveilleux alors qu'il pleut 11 mois par an. Le film est sorti et a été très apprécié par le public. Mais certains producteurs un petit peu malveillants ont dit aux producteurs, bah oui, c'est très bien, c'est un très bon film, c'est excellent, mais quand même, c'est un carnet au rabais. Le film avait coûté 3 fois rien, c'était un film quand même, disons, conçu pour être commercial. Et le producteur se vexe à ce moment-là, qui était Sacha Gordine, et dit, ben écoutez, moi je vais faire un 2e film avec vous, je me moque s'il ne rapporte pas un sou, donnez-moi un sujet, un film de prestige. Et j'ai repensé à Juliette ou la clé des songes. Mais je crois que là, j'ai commis une erreur. Juliette ou la clé des songes est un film fantastique. Et je crois que quand on s'embarque dans ce genre de film, il faut aller au bout. Et j'ai voulu essayer, dans la première version que j'avais faite
avec Jean Cocteau, j'ai voulu essayer de faire une autre histoire qui soit plus près du public. Finalement, je suis resté entre les deux. Et je crois que j'ai eu tort. J'aurais dû conserver cette première version. J'ai refait une version avec Jacques Viaud et avec Neveu, l'auteur de la pièce. Et la seule, comment dirais-je, la seule amélioration qu'il y ait dans la seconde version, et qui me plaisait beaucoup, c'est que pour la première fois au cinéma, on traitait d'un rêve prémonitoire. C'est-à-dire, on voyait une histoire qui se passait dans un pays imaginaire, dans un pays où tous les gens avaient perdu la mémoire, qui est une chose symbolique compte tenu de la fin. Et le personnage se réveillait et on s'apercevait qu'il avait extrapolé sur une histoire qui lui était arrivée dans la vie, à savoir que finalement une fille l'avait quitté, la fille qu'il aimait l'avait quitté pour un homme riche, etc. Et on retrouvait évidemment les personnages du rêve à l'écran. Mais peut-être parce que c'était nouveau, peut-être parce que je n'ai pas entièrement réussi le film a été très controversé et par exemple a reçu un accueil glacial au Festival de Cannes où il était présenté, où il avait été choisi pour représenter la France. La commission l'avait choisi à l'unanimité, mais ça n'a pas été... L'avis a été un petit peu différent à la soirée. Et j'étais avec Gérard Philippe, puisqu'il jouait le héros. J'étais tellement content de pouvoir l'avoir comme pensionnaire. Et il a dit, on est allé boire un verre après, et il a eu cette phrase merveilleuse pour un acteur qui était vraiment presque inconnu jusqu'alors. Je ne connais pas d'acteur qui prononçait une phrase pareille. Il a dit à l'assistance, à la table, tous les gens autour de moi, il dit, écoutez, vous avez vu l'accueil fait au film ce soir, eh bien je tiens à dire à Marcel Carné que je suis très fier d'avoir tourné ce film, et que même je le remercie, et que même si, connaissant l'accueil, si c'était à refaire, je le referais. Et quand on pense que les acteurs sont des personnages non seulement mégalomanes, mais égocentriques, qu'ils ramènent tout à eux, et que, en général, enfin il y a des exceptions heureusement, mais en général, et que si un film est bon, c'est eux. Si un film n'a pas de succès, c'est le scénario ou le metteur en scène. C'est jamais eux. Ils n'acceptent jamais de dire, bah oui, cette fois-ci, j'ai été moins bon pour... C'était moins bon, ça arrive aux gens, ça arrive à des metteurs en scène de faire de moins bons films, à des livres, à des écrivains d'écrire de moins bons livres. Et je tenais à souligner cela. Alors, Juliette a été, il faut bien le dire, un insuccès total commercialement. Enfin, total pas. Mais puis, par la suite, comme Drôle de drame, était devenu un... Oui, il fait figure presque d'un de mes meilleurs films. La presse, qui m'a éreinté à l'époque, on a été jusqu'à dire que un quotidien du soir à Paris a été jusqu'à écrire que ce soir-là, le soir où Juliette était présentée à Cannes, la France avait perdu un cuirassé à Cannes, on en était là. Eh bien, la presse, par la suite, a été, les années qu'on suivait, a été très chaleureuse pour le film quand il repassait dans un ciné-club ou dans un cinéma d'art et essai. Malheureusement, on ne pourra plus le voir. Moi, c'est un film que je sais pas très bien fait. Je reconnais qu'il n'est pas très bien, parce que vous savez, je juge mes films aussi bien que les autres, et sans aucune indulgence. Eh bien, c'est un film pour lequel j'ai un faible, mais d'abord à cause du thème qui est merveilleux. Et puis aussi parce que c'est un peu comme une mère qui a 5 ou 6 enfants et qui préfère celui qui est le plus malvenu, qui est le plus chétif. C'est peut-être ça un petit peu, c'est peut-être un peu d'ordre sentimental mon affection pour Juliette. Mais il est certain que l'insuccès total de Juliette allait me valoir beaucoup de difficultés par la suite. Je suis resté longtemps, il y a beaucoup de projets ont avorté, il y avait un Vautrin, il y avait une Reine Margot, il y a beaucoup de choses. Quand finalement un producteur pour lequel j'avais dû tourner, La Bête Humaine, puis ça ne s'était pas fait parce que j'étais pris pour Hôtel du Nord, j'ai pas pu tourner, c'est Renoir qui avait tourné le film, m'a demandé pour tourner un film pour lui. Enfin, un producteur, ils étaient 2, c'était les frères Hakim. On a cherché longtemps un sujet, comme ça arrive, hélas. Puis tout d'un coup, un des frères Hakim m'a dit, pourquoi vous ne feriez pas Thérèse Raquin? Je dis, écoutez, si je dois être je suis vraiment le dernier à pouvoir faire Thérèse Raquin, pour la bonne raison que Feder l'a fait merveilleusement. Le film n'a aucun succès, mais c'est d'autres choses. Je sais pourquoi. Enfin, je crois savoir pourquoi, parce que c'était long, parce qu'il y avait
toute cette deuxième partie sur le remords des deux amants qui a un peu ennuyé les gens, à tort selon moi, mais enfin. Mais j'ai dit, j'étais le disciple de Feder, je ne peux pas faire un film qu'il a fait merveilleusement. Réfléchissez, me dit-on. Alors j'ai un peu réfléchi tout de même, moi j'aimais bien Thérèse Raquin, j'aime beaucoup Zola, que je considère comme pas comme un auteur naturaliste comme on a dit, mais plutôt comme un visionnaire. Et j'ai pensé tout d'un coup à un personnage nouveau à mettre en film. D'abord, je n'avais pas pensé une seule seconde à le faire à la fin du siècle dernier comme le livre. Si tant est que j'acceptais de faire Thérèse Raquin, c'était le faire en moderne. Puis j'ai pensé à un personnage qui était le témoin, qui était un témoin du crime, alors qu'il n'y en a pas chez Zola. Après le crime, toute la deuxième partie, c'est le remords des deux amants, est-ce qu'ils ont eu raison d'eux, et ils ne trouvent pas le bonheur dans le crime, c'est exactement ça. Et puis, le producteur a été d'accord. Il était entendu au départ que c'était Signoret qui serait Thérèse Raquin, qu'il fallait trouver un Italien pour jouer le camionneur. Bon. Donc on a fait un camionneur d'origine italienne, et j'ai choisi Rapvallone, que j'aimais beaucoup, que j'avais dans le Christ interdit, que j'aimais beaucoup. Tout était d'accord, et pour le témoin, j'ai voulu un jeune garçon que j'avais connu par l'entremise de Gabin dans La Marie du Porc, à qui j'avais confié un petit rôle dans Juliette, un tout petit rôle de légionnaire dans Juliette, et que je voulais pour le témoin, et qui était Roland Le Saffre, qui est devenu par la suite un grand ami à moi, une amitié de 25 ans, et qui allait devenir même une mascotte, que j'allais en prendre dans tous mes films un peu comme une mascotte. Hakim ne voulait pas d'un inconnu, il voulait un acteur. Je trouvais que pour la crédibilité du personnage, il fallait un inconnu. J'ai insisté, et finalement, Le Saffre a joué le rôle et a eu un succès personnel considérable dans le film, à tel point qu'on a parlé un moment de lui pour le prix de l'interprétation à Cannes. Ce n'est pas lui qui l'a eu, hélas pour lui, c'est le film qui a eu le Lion à Cannes. Et je dois dire que c'était un de mes très grands succès commerciaux d'après-guerre. Comme toujours en pareil cas, ça m'avait remis un peu en selle, si on peut dire. Et j'ai eu très vite une autre proposition. Et j'ai présenté un sujet de Viau, un sujet de Jacques Viau, avec qui j'étais resté ami, avec qui j'avais travaillé depuis Le Jour se lève, et qui mettait en scène les jeunes boxeurs, vous savez, ces petits ouvriers, ces petits jeunes qui travaillent durement la journée et qui vont le soir s'entraîner dans des salles de culture physique, qui mettent les gants, comme ils disent, dans l'espoir de devenir boxeurs professionnels un jour, et qui sont vraiment touchants dans leur naïveté, même dans leur désir d'arriver, mais d'arriver par leur poing, enfin d'arriver honnêtement. Et puis j'aimais beaucoup l'atmosphère de ces petites salles d'entraînement et tout ça. J'ai intéressé un producteur, et j'ai même intéressé Gabin. Naturellement, il n'était pas question que Gabin fasse un de ces jeunes boxeurs, mais c'était dans le rôle d'un ancien boxeur qui n'avait pas fait une carrière prodigieuse, qui avait acheté une de ces salles, était propriétaire d'une de ces salles d'entraînement, et qui rêvait toujours d'avoir un poulain, de former un poulain qui arriverait à ce que lui n'était pas arrivé. Pour jouer sa femme, j'ai pensé à Arletty, et bon, on a fait ce scénario. Le rôle du jeune boxeur, je l'avais aussi confié à Le Saffre après son grand succès de Thérèse Raquin, pour deux raisons. D'abord, pour son grand succès, et ensuite, parce qu'il avait été champion de boxe dans la marine, donc c'était tout de même plus intéressant que de prendre un garçon qui ne connaissait absolument rien à la boxe. Il avait joué la comédie, bien, il était champion de boxe, donc c'était le garçon rêvé, il avait l'âge, il avait le physique. Et puis, je devais prendre, on peut le dire, je devais prendre la femme du producteur, mais d'un des deux producteurs m'était imposée pour jouer la jeune maîtresse du jeune boxeur. Puis moi, j'ai dit d'accord. Il n'avait pas un rôle extraordinaire. J'ai dit d'accord, jusqu'au jour où l'autre coproducteur, le second coproducteur, n'a plus voulu de cette femme parce que sa femme s'était disputée avec l'autre. Il me fallait remplacer donc cette jeune femme par une autre, et j'avais 48 heures pour le faire. Nous étions le vendredi et je tournais le film le lundi. J'ai pensé à ce moment à une jeune femme que j'avais vue au théâtre de la Michaudière, qui jouait Le ciel de lit en compagnie de son mari, François Perrier, et elle s'appelait Marie Dems.
Je l'avais trouvé remarquable, de charme, d'esprit et de beauté physique aussi. Je l'ai donc engagé. Enfin, je l'ai fait engager plus exactement. Et à nouveau, pour la 3e fois, je crois, allait se produire ce qui s'était déjà produit dans Hôtel du Nord, ce qui s'était produit dans Les Portes de la Nuit. À savoir que Gabin Arletty, quoique ayant des rôles, je ne dis pas de second plan, mais enfin, n'étant pas le couple, et pour cause, compte tenu de leur âge et tout, allait bouffer vraiment le couple Marie Dems, Roland Le Saffre. C'était vraiment le cadre monumental dans un tableau minuscule, pour un tableau minuscule. La presse n'a pas manqué de me le faire remarquer. Et le film, compte tenu aussi que c'était un film de boxe et tout ça, les films de sport en France n'ont pas un grand succès, le film n'a obtenu qu'un succès moyen. Après l'ère de Paris et son semi-succès, allait arriver encore une période de tâtonnement, de chômage, il faut bien un peu le mot. À ce moment-là, grâce à Charles Spaak, je suis engagé par un producteur belge. Et je pars avec Spaak dans les environs de Paris faire un scénario. On prend un scénario d'après une idée de Jean Grémillon qui s'appelle La Saint-Barthélemy et qui relate l'arrivée de la Commedia dell'arte à la cour des Valois au moment précisément de la Saint-Barthélemy. On fait les sujets. Le film est jugé trop cher par les producteurs et on nous demande de faire un autre sujet. C'est là j'ai une idée et je dis à Charles Spaak, j'ai toujours été un peu, j'ai toujours été un peu hypnotisé par le thème de Roméo et Juliette. J'ai souvent voulu faire des films où il y a une histoire de Roméo et Juliette modernisée, où se passe une autre époque que durant la Renaissance italienne. Et je dis voilà, je fréquente beaucoup Saint-Germain-des-Prés depuis de longues années déjà. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que chez tous ces jeunes, aimer est une tare. C'est une tare, on a honte de dire j'aime un tel ou j'aime une telle, et on cherche à se débarrasser de ce sentiment par tous les moyens. Bon. Et imaginons un Roméo et une Juliette à Saint-Germain-des-Prés qui ont tout pour être heureux et qui se créent leur propre tabou, justement pour cette raison. On me dit c'est une très bonne idée. On commence à travailler, on fait un scénario, ça vient bien. Je connais des gens à Saint-Germain-des-Prés dont on s'inspire beaucoup, enfin tout au moins les 4 personnages principaux, qui sont des personnages qui existaient à l'époque. Et puis le producteur français, c'était une coproduction franco-belge, le producteur français refuse le sujet, qui s'appelait à l'époque Les Mains Vides, parce que scabreux. Il trouve ça trop scabreux, il ne veut pas le faire. Là-dessus, Dorfman, pour qui j'avais fait L'Air de Paris, me demande de faire un second film pour lui. Après l'examen de divers sujets, je lui porte ce sujet. Il me dit voilà ce que je veux faire. Et on a travaillé sur le sujet. À tort ou à raison, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Je trouvais que Charles Spaak, qui était très pris d'ailleurs à l'époque, qui faisait 3 films à la fois, écrivait 3 films à la fois, n'était pas très bien pour les dialogues qui dataient un petit peu. Je demande Sigur, avec qui j'avais fait L'Air de Paris, et puis on fait le scénario des tricheurs. Alors évidemment, le scénario des tricheurs offrait certaines difficultés, à savoir que c'était, pour ainsi dire, uniquement des jeunes qui devaient interpréter ce film. C'était un film sur la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés, peu après l'existentialisme d'ailleurs. C'était la grande époque du tabou, du lorientais, et tout ça, toutes ces boîtes à la mode. Et j'ai donc annoncé que j'allais faire appel à des inconnus. Alors le nombre de gens que j'ai vus, c'est incroyable. Il a peut-être défilé, je ne sais pas, dans les bureaux, 2000 à 3000 garçons et filles. Puis j'en ai retenu une dizaine, j'ai fait des essais, et finalement, j'ai retenu les 4 que vous savez, Charrier, Pascal Petit, Terzieff et Andrea Parisi. Tous ces jeunes. Et puis évidemment un nombre très grand de figurants, enfin un peu plus de figurants, enfin des petits rôles, des choses comme ça, parce que ça se passait tout le temps au milieu de tous ces jeunes de Saint-Germain-des-Prés. Presque toute l'histoire, il y avait de la figuration. D'abord, il y avait toute une bande, et puis en plus de ça, il y avait énormément de monde. Et puis, alors, il s'est produit une chose très singulière,
c'est qu'au début, ces jeunes me regardaient un petit peu de travers, comme ça, qu'est-ce que c'est que ce vieux de 50 ans qui vient faire un film sur nous, qu'est-ce qu'il connaît et tout. Puis ils sont aperçus que le Vioque, comme il disait, les connaissait un peu, on a fraternisé, et vraiment ça a été très bien au point que, à la fin, quand le film a été terminé, ils étaient vraiment très tristes, et c'était quelque chose de leur vie qui disparaissait. Et alors la présentation du film a été aussi très singulière. La salle était curieusement composée. Au balcon, il y avait des personnes vénérables, barbues, moustachus, membres de conseil d'administration. Et en bas, il y avait tous les jeunes. Et à la fin, il y a eu un tonnerre d'applaudissements à l'orchestre avec tous les jeunes et pas un applaudissement au balcon. Je suis sorti, et ça n'était pas du tout Juliette et l'insuccès de Juliette à Cannes, c'était une sorte de triomphe. Ils m'ont pris sur leurs épaules, ils m'ont promené comme ça aux Champs-Élysées pendant 10 minutes, à tel point que les journaux ont pu écrire que vraiment j'avais été son triomphateur. Et j'avais imaginé aussi une chose, c'était à la fin du film, de faire jouer la musique du film dans le hall du cinéma, et jusque sur le trottoir. Et tout le monde s'est mis, tous les jeunes se sont mis à danser dans le hall du cinéma, sur le trottoir et partout, les ébahissements des gens. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait le succès du film, mais toujours est-il que dès le lendemain, les cinémas étaient pris d'assaut et que le film est resté quelque chose comme 17 semaines dans 2 salles et a fait à l'époque un record d'exclusivité avec 550 000 entrées. À l'époque, c'était énorme, pas aujourd'hui où il n'y a pas 2 salles aujourd'hui, mais il y a 12, 15, 20 salles qui ont pris des salles de banlieue. Alors, le nombre des places en exclusivité augmente vraiment. Mais là, c'était vraiment un des... Peut-être avec le Napoléon de Guitry, c'était une des plus grandes recettes en exclusivité. C'était le grand triomphe partout. Le livre, il est paru un livre sur le film, il a été traduit en 7 langues. Enfin, on ne parlait plus que de ça dans les familles. Et curieusement, ça a changé les rapports très souvent, je l'ai appris, entre les parents et les enfants.